Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Dr Luc Gilbert, psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. J'ai connu Luc en 1997. Je l'ai toujours considéré comme un être doté d'une intelligence et d'une sensibilité exceptionnelles. Cela en fait, selon moi, un invité d'une valeur inestimable. Cette entrevue m'a permis de revoir avec Luc la dépression sous toutes ses coutures et je voulais également surtout revoir avec mon invité l'évaluation du risque suicidaire du point de vue du psychiatre. Lorsqu'un suicide fait la une, il n'est pas rare que l'évaluation du risque suicidaire soit remise en question. Ainsi, l'entretien avec mon expert vient mettre une touche d'humanité sur cette terrible maladie qu'est la dépression et permet de mieux comprendre cette tâche délicate qu'est l'évaluation du risque suicidaire. Je vous recommande fortement cette entrevue. Bonne écoute. Luc, bon matin. Bon matin. Merci, merci de m'accueillir chez toi au Mont-Saint-Anne et merci d'accepter l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Pour des raisons que tu pourrais m'expliquer, j'aime beaucoup faire des entrevues avec les psychiatres. C'est probablement le chirurgien en toi qui découvre quelque part en soi un goût de découvrir, d'observer, de comprendre les autres. Peut-être. Écoute, mais j'avais adoré mon stage de psychiatrie quand j'étais externe. J'avais fait ça avec un docteur Lambert Tremblay, un psychiatre de Québec, qui était peut-être un behavioriste. Est-ce que c'est possible de dire ça? Tout à fait. C'est encore un terme que l'on utilise en psychiatrie. Écoute, c'était fascinant. Là, mais ce qui était plus difficile, c'est qu'on l'observait faire de la consultation l'après-midi, après dîner. Plus difficile. Il y avait un petit lazy boy dans le coin. J'étais assis là, moi. C'était terrible. Écoute, donc on est ici aujourd'hui pour discuter de ta carrière, puis discuter aussi du suicide, mais un peu du point de vue du psychiatre, parce que on y reviendra tout à l'heure, mais on a souvent dans les médias la version un peu du point de vue du patient. Puis ce qui m'a attiré, c'est que j'ai réalisé qu'à votre dernier congrès de psychiatrie, c'est un sujet qui avait été traité. Donc, l'évaluation du risque suicidaire et le fait de peut-être, entre guillemets, de rater son évaluation, là, si on peut le dire comme ça. Mais avant de commencer, pourquoi la psychiatrie, Dr Gilbert? Bon point. En fait, je m'en allais pas en psychiatrie, premièrement. J'étais biochimiste à la base. Et quand j'ai fait ma médecine, je m'en allais en chirurgie. OK. Donc, c'est vrai, j'avais fait tous mes stages en chirurgie. J'étais allé en Espagne, comme notre ami Dr Muller, en chirurgie cardiaque. Et puis, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une telle interdépendance. Et je crois que le côté technique, finalement, était moins dans mes cordes, dans le sens que la psychiatrie m'attirait d'un point de vue intellectuel. OK. Et je ne veux pas dire que les chirurgiens n'ont pas un sens intellectuel de la médecine, loin de là. Mais non, c'était tout le côté connaissance, observation,
vraiment le feeling avec le patient. Et ça a comme outrepassé tout le reste. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller en psychiatrie, ce que je n'ai pas regretté après 30 ans. Et pourquoi Drummondville? Drummondville? À une époque où l'hôpital Sainte-Croix n'était pas le plus populaire ou celui avec la meilleure réputation. Tout à fait. En fait, le département de psychiatrie était moribond. Au sens, à plusieurs sens. Il y avait peu ou pas de services, là. C'était vraiment très, très limité. Ouais, c'était un défi très, très intéressant. J'étais jeune, je pense que c'était intéressant pour moi. Je suis arrivé là, chef de département, avant de terminer ma résidence. Donc, j'ai été chef de département 6 mois avant d'arriver. C'est te dire jusqu'à quel point on était un petit peu dans la merde. Et il y avait ma conjointe, qui était un point très important parce que Lynn voulait faire de l'obstétrique. Et pour faire de l'obstétrique comme omnipraticienne, c'était un milieu qui était intéressant, qui se développait aussi de ce côté-là. Donc, les deux ensemble, on a décidé donc de s'établir à Drummondville. L'hôpital n'est plus ce qu'il était, là. Oh que non. Là, les choses ont bien évolué, puis on en parlera tout à l'heure au niveau de la carrière, il y a des choses intéressantes. As-tu une devise, un mantra? Ou... Je suis sûr que oui. Je dirais... Je dis souvent à mes patients une phrase de Georges Brassens. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc, ça nous rappelle le temps qui est important, le temps qui est un allié incroyable dans notre vie et dans ce que l'on vit aussi. Donc, oui, OK, on va se donner du temps, puis peut-être que je serai plus prêt à mourir pour cette idée-là dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est pas un mantra anti-guerre non plus. Mais non, c'est ça. Le temps. Et l'autre, le mantra, c'est la curiosité, je te dirais. Toujours rester curieux, toujours. D'ailleurs, c'est pour nous en psychiatrie, s'il y a quelque chose de fondamental, c'est la curiosité. Le jour où on n'a plus cette curiosité-là de comprendre, ben là, on perd de notre efficacité, je pense, de notre esprit clinique aussi beaucoup. Est-ce que comme psychiatre, on a beaucoup de reconnaissance de la part des patients ou Énormément. Okay. Énormément. Les gens ont tendance à croire, puis tu sais, je croise beaucoup de gens qui se demandent toujours comment je fais pour travailler là-dedans. Des collègues au golf qui disent « Ah, mon Dieu, mais comment vous faites? » etc. Mais il y a effectivement beaucoup de gratification. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que les gens croient, parce que les gens ne parlent pas de ça. C'est certain que quand je croise un patient au centre d'achat, c'est pas le premier à venir me dire « Bonjour, Dr. Gilbert ». Exactement. On s'entend. Mais on ne court pas après ça non plus. T'sais, la reconnaissance, elle est auprès des patients, elle est dans le bureau. Elle est du fait que nos 4 murs sont là pour préserver cette intimité-là, cette confidentialité-là. Alors, oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de résultats, beaucoup plus que ce que les gens peuvent le croire. Si j'étais neurologue demain matin, ce que je respecte par ailleurs totalement, on a plus de moyens qu'en neurologie. Le plus beau souvenir de ta carrière, si ça se raconte, là, selon les enjeux peut-être de confidentialité. Oui, c'est ça. Moi, je suis très puritain à cet égard-là. On pourrait écrire des livres au complet. D'ailleurs, je voyais quelqu'un dernièrement écrire un livre sur ses patients. C'était pas un psychiatre, c'est un psychologue. Moi, côté éthique, je suis pas capable.
OK. J'ai un profond respect pour ce que les patients me racontent, de sorte que tu sais, entre collègues, parfois, effectivement, on se raconte des choses et c'est nécessaire. Des bons coups ou des mauvais coups. Des bons et des mauvais coups. Mais je te dirais que sur le plan de la carrière, c'est plus ce que l'on a bâti. Ça, pour moi, c'est un souvenir extrêmement important parce qu'on est parti de rien. Et aujourd'hui, j'ai pu bâtir avec un tas de gens de grande qualité, des gestionnaires de grande qualité, des intervenants aussi, un département qui aujourd'hui possède tous les services qu'on peut offrir à une clientèle en psychiatrie. Donc, ça a été beaucoup de boulot, mais après 25-30 ans, ça, c'est un souvenir pour moi qui est impérissable. Là. Comment est-ce qu'on fait comme psychiatre pour laisser le travail à la maison? Là? C'est la lourdeur des cas, le malheur des gens. Comment on fait pour ne pas porter ça avec nous c'est une bonne question. La fin de semaine? C'est une bonne question. Parfois, certains vont dire qu'il faut être sans cœur. Mais c'est pas vrai. On n'est pas sans cœur tant que ça. Je pense qu'il faut avoir une bonne formation. Ça part de là. Ça part de qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Et moi, s'il y a une chose que j'ai toujours respectée, c'est quand je sors de mon bureau, c'est terminé. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui arrivera, c'est terminé. Et peut-être il y en a qui ont des facilités plus grandes que d'autres à le faire. Mais bien sûr que quand il arrive des traumatismes comme un patient qui se suicide, c'est sûr que c'est dur de fermer la porte là, quand ça va. Mais généralement, il faut avoir d'autres activités dans la vie. Et ça, quand tu as des activités extérieures, des loisirs, des bons amis, une bonne famille, ça t'occupe amplement pour laisser le travail au bureau. Qu'est-ce que la dépression? Écoute, on en parle tout le temps? Oui. C'est une bonne question, la dépression. Les gens ont tendance parfois à mélanger ce qu'est un burn-out, une dépression. Tu sais, une dépression, là, on appelle ça une dépression majeure parce que, dans le fond, il n'y a pas de dépression mineure. Il y a une dépression majeure, mais avec différentes intensités. Léger, modéré, sévère. Une dépression, là, en bon français québécois, c'est un shutdown. Alors, c'est un shutdown neurologique. Donc, c'est un système qui est à plat, qui tombe à plat, et où on retrouve toute une kyrielle de symptômes. Par exemple, évidemment, une humeur qui est triste, les gens pleurent, ne savent pas nécessairement, puis la plupart du temps, pourquoi ils pleurent. Ils sont beaucoup plus émotifs, irritables chez les hommes. Les hommes deviennent beaucoup plus irritables qu'ils pleurent. Et là, après ça, il arrive toute une série de désordres neuropsychologiques, c'est-à-dire une baisse d'attention, de concentration. Les gens se croient être Alzheimer bien souvent. Ils ont des post-it partout. Donc, il y a aussi une baisse d'intérêt, d'énergie, d'hédonisme aussi, tu sais, de ressentir le plaisir. Il y a aussi souvent des problèmes d'insomnie très importants, où là, il y a des réveils fréquents avec une difficulté à s'endormir, des réveils tôt aussi. Il y a des gens qui vont avoir une hypersomnie, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus dormir. Ils vont dormir 12, 13, 14 heures par jour. C'est plus atypique, mais c'est possible aussi. Donc, on sent une baisse d'appétit, une baisse de poids aussi, une réduction de poids. Donc, l'ensemble de ces symptômes-là fait en sorte que quand tu vois le patient, là, on sent que la personne est carrément dans un dysfonctionnement très, 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 très important. Les gens qui font une dépression vont souvent parler de la douleur, là, mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer ou décrire la douleur chez un patient qui a, comme tu le dis, un shutdown neurologique? C'est pas physique, là. Il n'y a pas de blessure musculaire ou squelettique. C'est une douleur morale. Hein? Ça a l'air très souffrant. C'est on entend très, les gens très, parler. très souffrant. Ça me fait penser aussi des fois aux gens qui font des attaques de panique, qui peut aussi être présent dans certains patients qui font des dépressions majeures. Alors, les gens qui ont expérimenté une attaque de panique, moi, j'ai eu plusieurs patients qui ont eu
aussi des infarctus. Puis entre les deux, ils préfèrent de loin avoir un infarctus qu'avoir une attaque de panique. Ah ouais. Parce que la sensation de se sentir étouffé, mourir, est épouvantable. La souffrance morale, c'est quelque chose qui est difficile à décrire quand tu ne l'as jamais vraiment expérimenté. Donc, tu sais, les gens qui sont en dépression, c'est des gens qui ont été fonctionnels. C'est des gens qui ont eu un travail, qui ont eu, tu sais, dans la grande majorité des cas, même quand ils n'ont jamais eu de travail, il reste qu'ils peuvent déprimer pareil, puis avoir ce sentiment-là. Donc, c'est des gens qui ont été fonctionnels. Donc, qui ont eu des habitudes de vie, qui ont eu des amis, des loisirs, et tout ça. Mm-hmm. Et là, quand ils voient toutes ces choses se détériorer, perdre constamment, progressivement, leurs intérêts, leurs loisirs, leur isolement aussi. Alors, le sentiment intérieur, c'est un sentiment de destruction. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le cerveau d'un patient ou d'une patiente dépressive, ce qui entraîne la dépression? En fait, oui, les éléments neurobiologiques sont de mieux en mieux connus. On sait qu'il y a une variante qui est génétique. Okay. On sait de plus en plus qu'il y a des gènes qui vont coder pour ça. On sait aussi qu'il y a des neurotransmetteurs qui viennent, justement, quand on parle de shutdown, on sait qu'il y a des neurotransmetteurs qui vont être moins actifs. De là, l'importance d'avoir, par exemple, certaines molécules, certains antidépresseurs, certaines autres molécules qui ne sont pas des antidépresseurs également, venir aider le cerveau à recharger un peu tous ces neurotransmetteurs-là. Donc, on sait qu'il y a une composante neurobiologique derrière tout ça. Mais il y a aussi toute une composante psychosociale. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont avoir une vie totalement satisfaisante, totalement, et qui tout à coup, bang, et presque du jour au lendemain, mais de façon la plupart du temps insidieuse, vont voir leurs symptômes là, progresser constamment comme ça. Et il n'y a pas de raison. Okay. Puis il y en a d'autres qui vont avoir des crises. Il y a eu des crises, perte d'emploi, problèmes conjugales, familiales. Tu sais, il va y avoir des crises qui vont venir être des éléments qu'on appelle déclencheurs. OK. En tout début d'entrevue, tu as fait référence à l'épuisement professionnel. Oui. Quelle différence fais-tu entre les deux? Oui. Il y a d'abord l'intensité des symptômes, bien sûr, la diversité des symptômes également, et le fait aussi que dans le trouble d'adaptation, le burn-out, qu'on appelle en anglais, mais c'est le trouble d'adaptation, il y a une cause bien identifiée où on retrouve souvent, par exemple, c'est un exemple, un conflit au travail. Hein? Alors, au travail, là, ça va pas bien, il y a de la tension, il y a de l'humiliation, il y a toutes sortes d'enjeux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, les gens deviennent de plus en plus tendus, plus anxieux, de moins en moins intéressés à la production au travail. Et ce qui arrive, mettons, on le met en arrêt de travail pour un mois et les choses s'améliorent rapidement. Parce on l'a extrait du milieu conflictuel. C'est plus facile à traiter. C'est beaucoup plus facile à traiter. On traite le stresseur. Oui, c'est ça. Hein? On essaie d'enlever l'élément stresseur. Mais on n'a pas toute la kyrielle de symptômes dont on s'est parlé tout à l'heure. Okay. Oui, il peut y avoir un peu d'insomnie parce que, les gens ruminent le conflit au travail ou ruminent le conflit conjugal, par exemple. Mais une fois qu'on retire cet enjeu-là, bien évidemment, on a une amélioration progressive. Et on n'a pas non plus nécessairement besoin de pharmacothérapie à ce moment-là. On est moins dans le shutdown neurologique dont je parlais tout à l'heure. Lorsque tu évalues un patient dépressif, est-ce que tu es toujours en train d'évaluer un risque suicidaire ou il y a une catégorie de patients que ce n'est pas un enjeu comme tel? Là? On évalue toujours le risque suicidaire chez tous les patients qui rentrent dans mon bureau. Peu importe le diagnostic? Peu importe le diagnostic. OK. La raison je l'évalue, je m'excuse, mais de façon, proactive ou parfois indirecte? Les deux. OK. Les deux.
C'est sûr qu'il y a des éléments qui viennent nous amener progressivement à évaluer ça, mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, c'est proactif. La raison est simple, c'est que les idées suicidaires versus, tu sais, quand on parle de risque suicidaire, on peut parler d'idéation passive de mort. Des gens qui disent, bah, écoute, si je me réveillerais pas, ce serait pas si pire que ça. Mhm. Mais ils n'ont pas nécessairement de plan ou de projet lié à ces idées suicidaires-là. Donc, ces gens-là sont, pour moi, tout aussi problématiques, si on veut, dans ce qui est l'espoir, hein, dans ce qui est l'importance qu'ils vont donner à se prendre en main puis à faire quelque chose pour se sortir de leur crise qu'ils vivent actuellement. Puis aussi, c'est que les idées suicidaires, le risque suicidaire peut être présent dans toute une kyrielle de pathologies. OK. Autant chez les troubles anxieux que chez les troubles dépressifs, que chez les troubles de personnalité dont j'ai une grosse clientèle. Mhm. Donc, ces gens-là ont tous un potentiel, si on veut, sur les idées suicidaires et le risque suicidaire. Donc, le risque suicidaire doit être évalué systématiquement. Mais le patient anxieux qui passerait à l'acte, est-ce qu'il va devoir passer par une phase dépressive ou... Parfois, oui, parce que le problème avec les troubles anxieux, c'est que le trouble anxieux, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul, va amener un épuisement OK. de nos structures neurologiques, de certaines structures neurologiques, qui vont amener à leur tour des éléments dépressifs. Et ça, c'est très, très, très bien connu là, dans la littérature neuropsychiatrique. Donc, on retrouve des lésions chez des gens anxieux de façon aiguë, chronique, et qui vont laisser des stigmates, qui vont amener des éléments dépressifs. OK. Donc, c'est ça l'importance aussi de traiter les troubles anxieux rapidement pour ne pas justement avoir cette comorbidité-là, éventuellement, qui vont culminer vers de la dépression. Puis les troubles anxieux peuvent avoir des idées suicidaires aussi, parce qu'avoir des attaques de panique 3, 4, 5 fois par jour, 7 jours par semaine, ça devient invivable. Le trouble d'anxiété généralisée, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'envoyer ses enfants dans des sorties scolaires, qui n'est pas capable de prendre l'avion, qui n'est pas capable de se sécuriser, parce que c'est des gens qui sont allergiques à l'incertitude. Okay. Alors, tout ce qui est incertitude, alors ça devient très lourd avec le temps. Et ces gens-là aussi peuvent développer une écœurantite aiguë qui peut culminer vers des idées suicidaires. Donc, toutes les pathologies, nous autres, on est obligés de revoir le risque suicidaire régulièrement. Puis, dans mon bureau, tous les jours, j'ai des gens suicidaires. Tous les jours. Là. OK. Mais lorsque tu évalues, est-ce qu'il y a des patients qui sont insultés de réaliser que tu es en train de les questionner sur un risque suicidaire? Jamais. Donc, ça les confronte, je sais pas. Jamais. Okay. Ça ne m'est jamais arrivé. Okay. C'est je te dirais, plus souvent un soulagement pour eux de dire, OK, je peux en parler, là. Okay. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça. Okay. Et non, j'ai jamais senti ça. Jamais. Comment pour d'autres symptômes, oui. Okay. Si je leur demande, avez-vous des hallucinations? Ah, ça, c'est insultant, plus. Oui, parce que si c'est quelqu'un qui est là pour un trouble anxieux ou une dépression, ils vont faire non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, aucun rapport. Je vois pas de bébite, là, ces genres de trucs. Ça, ouais. Mais pas pour les idées de mort. Comment ça s'évalue, un risque suicidaire? Ouais. Donc, d'un point de vue d'un psychiatre. Là, c'est un art, je te dirais, en partant. Dans le sens que, quand je dis un art, c'est que ça demande un contact humain. Sans le contact humain, n'importe quel robot pourrait faire ça. Tu pourrais le faire sur l'ordinateur avec un programme. Alors, l'important, c'est de créer un contact humain. Et à partir de ce contact humain-là, c'est là que tu vas chercher au niveau de notre interaction thérapeutique
des éléments qui, en d'autres temps, ne sont pas sur une feuille de papier avec un protocole bien établi, code vert, code jaune, code rouge, que les intervenants, par exemple, utilisent là, dans les CLSC, dans les hôpitaux, etc. En psychiatrie, moi, ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est d'avoir ce contact qui va nous permettre de sentir la personne, qui va la mettre aussi en confiance et où on va pouvoir extraire les informations qui vont être pertinentes. Oui, il y a des éléments de risque qu'on doit prendre en compte systématiquement, instinctivement. Par exemple, l'âge du patient. On sait très bien qu'entre 15 et 29 ans, c'est beaucoup plus fragile, et 55 ans et plus. OK. Le fait que la personne soit seule, ou en couple, ou avec des enfants, ça aussi, le fait d'être seul, c'est un élément important. La pathologie, hein? C'est quelqu'un qui est déprimé, qui a une qualité mélancolique à sa dépression, va être beaucoup plus à risque. L'impulsivité, hein? Quelqu'un qui est impulsif va être plus à risque également. Est-ce qu'il y a des armes à feu chez lui? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire croire que, par exemple, il y a une corde ou des choses comme ça? L'élément toxique, hein, la boisson, la drogue, on sait que c'est des éléments qui sont très importants dans le passage à l'acte. L'alcool, ça désinhibe. Hein, ça donne le courage que les gens n'auront pas nécessairement lorsqu'ils vont être à jeun. C'est un dépresseur aussi. C'est un dépresseur du système nerveux central qui, initialement, la première consommation et la première à troisième consommation va inhiber le lobe frontal. OK. Mais le lobe frontal, c'est un inhibiteur. Donc, si on inhibe un inhibiteur, on devient plus impulsif. On se désinhibe à ce moment-là. Donc, ce qui nous paraissait auparavant infaisable, ben là, ça nous paraît tout à coup réalisable. Alors, c'est pour ça que les premières consommations d'alcool sont très dangereuses parce que ça désinhibe. Le genre, homme, femme? Et le fait d'être un homme, beaucoup dans plus quelle à risque. Proportion? 2 pour. 2 pour 1? 2 pour. 3 pour 1. En fait, c'est 60%. Les 2 tiers, c'est des hommes. Okay. Le tiers, c'est des femmes. Plus de tentatives ou plus de succès? Beaucoup plus de succès. Okay. Beaucoup plus de tentatives chez les femmes. Okay. Les moyens sont plus létals. Okay. Par exemple, tu sais, on parle aux États-Unis là, des homicides, puis du contrôle des armes à feu et tout ça. Là. Quand on regarde des statistiques là, aux États-Unis, on regarde des armes à feu, 66% des décès liés aux armes à feu, c'est le suicide. OK. Plus que les tueries de masse. Beaucoup plus. Bon, non, tous les décès reliés aux armes à feu, de masse, etc., homicides, tout ça, c'est à peine le tiers. Okay. Le 2 tiers, c'est des suicides liés à l'arme à feu. Donc, il se tue beaucoup plus de gens aux États-Unis de suicide avec l'arme à feu que de toute autre raison. Tu as parlé de la mélancolie. Qu'est-ce que la mélancolie? Je trouve que c'est un beau mot d'abord. Puis il y a des gens qui se disent un peu mélancoliques, qui ne seront jamais dépressifs. Est-ce que c'est vrai? Je préfère qu'ils soient nostalgiques que mélancoliques. OK. Mais la mélancolie, c'est la sévérité la plus importante de la dépression. La mélancolie, c'est... on est presque à la psychose, là. OK. Au nihilisme, là. La mélancolie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'émotion. OK, donc ce n'est pas un état d'âme de monsieur, madame, tout le monde là, qui vont se dire mélancolique au long cours. C'est un mauvais usage du terme. À mon avis, à moi, oui. Mais en psychiatrie, la mélancolie, c'est vraiment une dépression très, 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 très sévère. Une dépression sèche, qu'on appelle. OK. Parce que les gens ne pleurent plus. Hein? OK. Ils n'ont plus l'énergie non plus. Alors, et souvent, en tout cas... on peut être pour, on peut être contre, mais la sismothérapie est clairement indiquée dans ce genre de thérapie, de dépression-là.
avec un résultat tout à fait spectaculaire. Ben, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à travailler à Drummondville, je n'avais jamais été exposé à la sismothérapie, qui avait une très mauvaise réputation, qui l'a encore, je pense. Qui l'a encore, parce qu'il y a des groupes d'intérêt qui s'opposent à ça, mais c'est un bon traitement. C'est un excellent traitement quand c'est bien administré, quand c'est bien ciblé. Alors, c'est sûr que si demain matin, je te donnais de la sismothérapie, je suis persuadé, à moins d'avis contraire, que ça ne ferait pas grand-chose. Tu parlais tout à l'heure de l'importance d'établir un lien avec le patient. Donc, moi, Jean-Pierre Gagné, je suis couché à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Oui. Tu ne m'as jamais vu. J'ai été amené par ma conjointe. Jean-Pierre est déprimé, donc ça ne fonctionne plus. Ouais. Comment peux-tu, dans une même consultation, établir ce contact-là, évaluer le risque suicidaire? Ouais. On ne s'est jamais vu. C'est difficile, ou? C'est sûr que c'est là que tu dis que c'est un art. Oui, c'est ça. C'est là que c'est un art parce que, comme je disais tout à l'heure, tous les facteurs de risque que je viens d'identifier ne remplaceront jamais le feeling, hein? L'instinct. Quand ça fait, c'est sûr que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu fais ça, en quelques minutes, je sais à qui j'ai affaire. OK. Est-ce que je pourrais te mentir ou tu serais capable de... Tu pourrais me mentir, mais ce serait quand même assez difficile. OK. Assez difficile. Premièrement, bien sûr, il y a les informations collatérales qui sont importantes, mais il y a ce contact. Tu peux en échapper. Tu sais, je pense que personne ne peut dire qu'ils n'échapperont jamais personne. Ça, c'est impossible. Mais, puis si je ne suis pas sûr, je vais te revoir. Okay. Mais je vais te revoir dans un espace-temps qui est très court. Soit je vais t'hospitaliser, soit je vais te revoir au bureau de façon très, très rapide, si j'ai un doute. Mais on a le droit au doute. D'ailleurs, le doute est essentiel. Surtout nous autres en sciences, en médecine, si on ne doute pas, on est dangereux. Là. Donc, le doute est important. Il faut pouvoir douter pour que tu puisses te questionner, puis remettre les choses en perspective si c'est nécessaire. Donc, il y a ce feeling-là qui transgresse cette simple évaluation-là qu'on peut avoir. Le danger, parce qu'il y en a un, c'est d'être à l'urgence, débordé, avec toute une série de patients à évaluer dans un court laps de temps. C'est ça le danger. Le danger, c'est de ne pas te donner le temps, la qualité pour évaluer le patient. C'est ça le danger. Avant de débuter l'entrevue tout à l'heure, tu me disais que le suicide, c'est un acte de violence. Et pas nécessairement envers soi-même, mais envers autrui. Si tu m'expliquais ça, peut-être. En fait, c'est que quand on fait un geste de violence envers les autres, on va dire que c'est un individu violent qui a agressé, etc. Quand les gens font cet acte-là envers eux-mêmes, que ce soit de l'automutilation ou bien carrément un passage à l'acte suicidaire, on va dire qu'il était désespéré. Mais ça prend une violence inouïe pour s'en prendre à soi-même. Mm-hmm. Ça prend... Puis il y en a qui vont dire courage, mais c'est pas du courage, c'est de la rage. C'est de la colère. Okay. Et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que ces gens-là, la plupart du temps, vont être retrouvés. Mais vont être retrouvés par des gens qui sont dans leur entourage.
Et la réaction de ces gens-là, c'est, au départ, c'est évidemment beaucoup de peine, mais c'est aussi beaucoup de colère. C'est de dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Puis pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu t'aider, on aurait pu, tu sais. Et il y a une réaction de rage et de colère qui est très importante. Et nous, en psychiatrie, on appelle ça le transfert et le contre-transfert. C'est-à-dire que l'individu qui se suicide transfère toute cette colère-là aux gens qui restent. Le fait de laisser ou non... On appelle ça le contre-transfert. Le fait de laisser ou non une lettre d'explication, est-ce que ça a une signification ou c'est simplement le contexte parfois qui fait que... C'est le contexte, souvent, la plupart du temps. Parfois, la lettre ne dit rien ou si peu. Parfois, ça va expliquer, mais c'est assez, comment je dirais, assez succinct. Ça donne rarement des réponses aux survivants. Okay. Les survivants restent avec le sentiment que, oui, de la culpabilité, mais aussi, bon Dieu, pourquoi il ne nous l'a pas dit, puis pourquoi on n'aurait pas pu faire quelque chose. Alors, c'est pour ça que je parle de rage, de colère. Et on le voit aussi dans les tentatives suicidaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, les gens qui sont autour, ils viennent assez en colère de voir les gestes suicidaires posés, parce que ces gens-là sont toujours retrouvés. Des gens qui se suicident et qu'on ne retrouve pas, c'est excessivement rare. Qui ne veulent pas être retrouvés. Okay. C'est excessivement rare. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Là. Quelques-uns, oui. Dont le cinéaste Claude Jutras, se sachant aux prises avec la maladie d'Alzheimer. Il est rentré dans le fleuve puis qui a commencé à marcher. C'est fini. Et ça, c'est extrêmement violent comme méthode de passage à l'acte aussi. Oui. Ça prend toute une détermination pour dire que tu entres dans l'eau froide puis que tu marches. Mais lui, il avait une raison qui disait « Moi, je veux pas finir dans un lit en démence stade 7. » Et il voulait pas être retrouvé. C'est tout. Incroyable. On parle beaucoup d'aide médicale à mourir, de plus en plus. De ton point de vue de psychiatre, là, est-ce que tu fais un lien entre le raisonnement qui amènerait quelqu'un à opter pour l'aide médicale à mourir par rapport à quelqu'un qui décide de s'enlever la vie? Mettons, on parle de Jutras. Ben lui, probablement, qu'il aurait bénéficié de l'aide médicale à mourir. C'est ça. Dans des demandes qui auraient pu être déterminées auparavant. L'aide médicale à mourir en psychiatrie, c'est sûr que c'est un débat. Il y en a eu un long débat. Mon association s'est prononcée là-dessus. Le gouvernement fédéral et provincial aussi, etc. Donc, c'est un long débat. Qui n'est pas clos. Pas du tout, non. Parce que là, on parle de l'aide médicale à mourir pour les enfants. Donc, oui, c'est ça. Donc, on est en psychiatrie. Moi, ça fait 30 ans que je pratique. Et je pourrais te dire qu'en 30 ans, j'en ai vu des milliers de patients. Là. Peut-être une personne en 30 ans qui aurait potentiellement pu bénéficier de ça. Okay. Dans la définition qu'on a actuellement, après qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait là, pour aider la personne, mais dont la souffrance morale est telle que c'est inhumain de laisser ces gens-là. La quantité de gens qui auraient pu en bénéficier, mais qui au bout d'un an ou 2 ou 3, finalement, sont revenus à un fonctionnement, somme toute, normal, c'est à se poser de sérieuses questions. Donc, je présume que toi, l'accès à l'aide médicale à mourir pour les gens atteints de maladies mentales, tu dois être contre? Je ne suis pas contre. Je suis... ma position, c'est qu'il y en a très, 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 très peu. OK. C'est ça, la définition. Ma position. OK. Si on compare à la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou à une démence, où tu as des dispositions que tu peux faire avant de tomber dans un état comme celui-là, ou dans les maladies physiques là, très débilitantes et à pronostic très réservé, c'est totalement autre chose dans ma tête à moi en termes de nombre.
Je ne pense pas qu'on assisterait à une hécatombe de patients qui voudraient avoir l'aide médicale à mourir. Parce que moi, je sais très bien, on est capable de les sortir de ces conditions-là. Et le fait est, on s'en est parlé tout à l'heure, la dépression, par exemple, c'est un shutdown neurologique. Alors, comment on peut vraiment être apte à prendre une décision comme celle-là, irréversible, alors qu'on est en shutdown neurologique? C'est un bon questionnement. Mais donc, pour toi, le terme de suicide assisté, c'est pas un bon terme, j'imagine? Ou parce que... Pas un très bon terme. Mais pas un très bon terme. Je reviens dans le contexte de l'aide médicale à mourir, le patient à qui on donne le patient qui est donc conscient, à qui on donne un verre. Dans le verre, il y a le cocktail qui va amener son décès. Oui, c'est un suicide assisté. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas la violence dont on parlait tout à l'heure là-dedans? Non, pas nécessairement. Okay. Premièrement, le suicide assisté, c'est quelque chose qu'il faut bannir parce qu'il y a des exemples, d'innombrables exemples qui ont démontré que c'est épouvantable parce que tu dois t'assurer que ça va fonctionner. OK. Et il y a eu des cas épouvantables en Oregon notamment où les gens convulsaient et ne décédaient pas, mais étaient dans d'immenses souffrances, etc. Okay. Ce qui a été démontré éthiquement parlant, c'est l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que c'est le clinicien qui s'assure avec 3 médicaments différents que le patient, 1, ne souffrira pas, 2, ne se ratera pas. Okay. Et se rater, c'est épouvantable. Donc, non, ça, je pense qu'il faut bannir ça. Mais la volonté dont tu parles, c'est-à-dire, bon, OK, écoute, moi, je suis rendu là dans ma vie, etc., etc. Puis, on a pu mettre en perspective, tu sais, que 2 cliniciens, même 3 cliniciens ont pu faire le tour du dossier puis dire, ben écoute, là, oui, on a tout essayé, puis la souffrance morale est trop importante. Je suis pas contre. Non, je suis pas contre, mais c'est un nombre très, 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 très restreint là, de gens. Et je pense que c'est préférable à une tentative de suicide qui tourne mal. Je préfère penser à quelqu'un qui va bénéficier de l'aide médicale à mourir plutôt que de se retrouver dans un cabanon la corde au cou. Là. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Il n'est pas rare qu'un suicide fasse la une, malheureusement. Ça arrive trop souvent et il n'est pas rare non plus que les médias rapportent le fait que le patient avait consulté dans une urgence, avait été libéré. Ça sous-entend, j'ai l'impression qu'en filigrane, il y a toujours l'espèce de petit message de dire le risque suicidaire avait été mal évalué. Je ne sais pas si tu perçois ça d'abord de ton côté quand tu lis les dépêches. C'est sûr que nous, les dépêches, on les lit
avec une lecture bien différente. Parce que c'est un peu comme quand on écoute Stat, tu sais. Moi, je suis pas capable d'écouter ça. Ben, moi, je ne l'écoute pas non plus. Pas capable. Mais il paraît que c'est pareil pour les avocats Pareil. qui écoutent des émissions juridiques. Ouais, Donc, on ne fait pas bande à part. Exactement. Puis, c'est normal que dans une dépêche, c'est une dépêche, donc le journaliste, la journaliste a un point de presse et tout ça. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne peut jamais, nous, de notre côté à nous, que je parle de l'établissement, des psychiatres, des médecins, on ne peut jamais donner quelque information que ce soit. Jamais. Alors, ça laisse supposer tout le temps qu'on est, c'est secret, tout ça. Mais de par la confidentialité médicale, des dossiers, etc., on ne peut pas commenter quoi que ce soit. Donc, l'information est, par le fait même, incomplète. Okay. On n'a pas ce qui s'est passé de l'autre côté, puis on ne le saura pas tant qu'il n'y aura pas, par exemple, une enquête du coroner ou des choses comme ça. Donc, c'est certain qu'avec une manchette comme celle-là, ben, nous, le premier réflexe, c'est on ne sait pas tout. Et puis, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas quelle évaluation il y a eu, etc. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du patient. Tu sais, parfois, par exemple, c'est seulement un exemple, mais entre l'évaluation et le suicide, il peut s'être passé 24, 48, 72 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet intermède-là? On ne le sait pas. Okay. Par exemple, quand nous, on évalue un risque suicidaire, on regarde la dangerosité immédiate. C'est quoi immédiat? Immédiat, là, c'est dans les heures qui suivent. Okay. Hein? Grave et immédiate. Donc, il y a une notion de gravité, il y a une notion de temps. Alors, quand quelqu'un se suicide, par exemple, 48 heures après, on est déjà loin du grave et immédiat. Okay. Alors, quand on garde quelqu'un, par exemple, tu me disais tantôt, Jean-Pierre, il se présente à l'urgence, il est déprimé, sa conjointe est inquiète, mais Jean-Pierre, il ne veut pas rester. Jean-Pierre, il dit non, tout va bien, là, mais moi, je juge que, non, ça va pas bien du tout, là. Puis, ça va tellement pas bien qu'il y a des éléments qui me font croire que ça peut être grave et immédiat, c'est-à-dire dans les heures. Alors, à ce moment-là, moi, je peux utiliser la loi, l'article 21 qu'on appelait, là, pour te garder à l'hôpital au moins 24 heures. Contre mon gré. Contre ton gré. Puis ensuite, j'ai un collègue qui vient, puis est-ce qu'il corrobore la même chose? Puis là, on a 2 évaluations psychiatriques. On se présente devant le juge, et là, on peut te garder jusqu'à concurrence de 21 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle grave et immédiat. Maintenant, si Jean-Pierre, il est correct, là, il veut collaborer, puis il dit, écoute, OK, je vais aller à ton bureau on est samedi, on est dimanche, je vais être à ton bureau lundi, mardi, je vais être à ton bureau, pas de problème, puis écoute, ta conjointe est d'accord, elle dit, oui, OK, il est fiable. Puis tu te suicides lundi matin. Tu sais, dans cette notion-là de gravité et de temps dans l'immédiat, tu peux pas expliquer ça dans une dépêche. Okay. Tu peux pas expliquer aux journalistes, oui, il a été vu samedi, oui, il a été vu. Mais qu'est-ce qui c'était quoi le plan? C'était quoi le plan de traitement? C'était quoi qui était suggéré? Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres où c'est très, très difficile. Tu sais, moi, j'ai participé à des enquêtes du coroner, des journées entières. J'ai participé aussi à des autopsies de suicide, où on a fait des rapports là, de 15-20 pages là, de ce qui s'est passé. Une autopsie, là, vraiment... une autopsie psychiatrique. Psychiatrique, OK. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après, puis, tu sais... Et puis, c'est toujours assez complexe. C'est jamais... quand on voit des dépêches comme ça semble tellement simple. Ils ont mal fait le job, ils s'est suicidé. Tu sais, c'est le genre de truc. Alors, c'est pas si simple que ça. Tu sais, je pense, par exemple, à une dépêche qui est assez récente. Tu sais, la jeune fille à Sherbrooke, là, qui a été hospitalisée à Sherbrooke, qui a été ensuite chez ses parents à Montréal, puis qui s'est tirée en bas du...
16, 17e étage, je ne sais plus exactement. Mais on ne sait rien, mais on ne sait pas c'est quoi le contexte dans tout ça. Alors, c'est difficile de formuler une opinion sur ça. Peut-être que le médecin a fait une job de marde, comme on dit. C'est possible, il était dans le jus, ça a été fait trop rapidement, il n'a peut-être pas été assez d'acuité sur son évaluation. Tout ça, c'est possible. Mais moi, ce que j'ai comme réaction quand je vois ça dans la presse, c'est écoute, on sait tellement rien. On sait tellement rien. Mais donc, on peut avoir consulté à l'urgence, être vu par un médecin spécialiste en psychiatrie pendant une entrevue qui va durer, je sais pas, une trentaine de minutes. Bon, 1 heure. 1 heure. Oui, 30 minutes. Être libéré, puis s'enlever la vie dans la journée qui suit. Puis le travail peut avoir quand même été très bien fait. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc, parce que il peut s'être passé à autre chose aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre-temps? Ça m'est déjà arrivé, moi. J'ai perdu 3 patients dans ma carrière. 3 de trop. Mais sur des milliers, tu me dis, c'est pas si pire, mais... Puis, une de celles-là, il y avait une rupture entre les deux. Entre l'évaluation. Une rupture amoureuse. Oui. Okay. Entre le moment où il y a eu l'évaluation, puis le moment où elle est passée à l'acte, cette personne-là, il y a eu une rupture amoureuse. Mais ça, personne ne peut le prédire. C'était pas annoncé, c'était pas... Alors, tu sais, il peut arriver toutes sortes de choses entre les deux, puis on ne peut jamais être sûr à 100% quand on libère quelqu'un. Jamais. Comment est-ce qu'un psychiatre vit le fait d'avoir, et je vais mettre des guillemets, d'avoir manqué son évaluation? Oui, c'est ça. Au point de vue personnel, donc, tu disais que c'est 3 de trop, mais comment on vit avec ça? Ben, tu sais, c'est... comme je disais tout à l'heure, le doute, c'est important. On ne parle pas du doute de celui qui doute de tout. On n'en parlera pas, la pandémie nous a assez de montrer. Mais le doute scientifique, c'est un doute nécessaire. C'est le doute qui va nous amener à s'améliorer, à corriger des choses, à ne pas prendre tout pour acquis. Alors, c'est sûr que quand arrive un suicide comme ça, oui, c'est sûr, il y a un doute qui te dit écoute, tu reviens dans ce qui s'est fait auparavant, tu révises tes notes, et là, tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai manqué? Et la plupart du temps, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, heureusement, mais tu te dis je ne sais pas ce qui a manqué. OK. Je ne le sais pas. Des fois, tu te dis peut-être que j'aurais pu aller un peu plus loin là-dessus. Maintenant, c'est sûr qu'il reste un goût amer. Puis je pense que pour mes collègues, c'est pareil. J'ai des collègues qui ont perdu des patients. Et puis c'est la même chose, c'est la même démarche. C'est de dire, OK. Mais il te reste un sentiment amer. Tu sais, nous, on travaille avec des humains. On travaille avec du monde. C'est pas un char, là. Il y a toutes sortes d'impondérables dans tout ça. Mais surtout, il y a un contact humain. Il y a un contact, il y a un lien thérapeutique. Et tant et aussi longtemps que le lien thérapeutique est présent, je pense qu'on est capable de faire de grandes choses. Quand on perd le lien thérapeutique, c'est là que, malheureusement, là, il se passe... Est-ce qu'il y a de la culpabilité aussi? Certainement un peu. Certainement un peu. Parce que tu ne peux pas être insensible à ça. Mais je pense qu'on est aussi dans un milieu, comme je te disais tout à l'heure, tous les jours, je côtoie les risques suicidaires. Tous les jours, je côtoie des gens qui sont en détresse, en souffrance. Alors, on ne peut pas se laisser envahir par la culpabilité à chaque fois qu'un patient ne répond pas exactement à ce que l'on prévoit. OK. Un peu comme vous autres en chirurgie, la même chose. Ça va être chirurgical, ça n'a pas toujours l'évolution voulue. Non. Tu as beau l'enlever, le morceau, mais ça ne veut pas dire que ça va régler tous les symptômes. Nous, c'est la même chose. Je pense qu'on développe un mécanisme où notre empathie est très aiguë.
mais notre sympathie prend un rôle beaucoup moins important. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'évaluer un risque suicidaire, c'est un art. Quand tu regardes la qualité d'évaluation que tu faisais il y a 30 ans par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, trouves-tu que tu es à un univers ou finalement tu étais déjà quand même assez bon en commençant, disons? J'étais dans le Parce top. que ça doit être difficile, là, j'imagine. Dans le top. Un jeune médecin là, qui a à peine 30 ans là, qui se retrouve... c'est difficile au début. C'est la première fois. Là, c'est sûr que nous, on a une résidence qui dure 5 ans. On en voit beaucoup de patients. On en voit beaucoup. Donc, quand on commence, je pense que la très grande majorité des jeunes psychiatres qui commencent ont, je pense, un très bon background. Mais il reste que quand c'est toi qui signes la première fois, tu as un petit pincement. À dire, ben là, oups, OK, c'est parti. Et puis bon, le feu roulant étant ce qu'il est, à ta question, dans le fond, est-ce que je suis meilleur maintenant? Tu sais, je vais ramener ce qu'un patron cardiologue me disait quand je faisais mes stages en cardiologie au Sherbrooke Hospital à Sherbrooke. Un jour, j'ai posé la même question par rapport à une dame qui est quand même relativement jeune, qui avait fait un infarctus. Tu sais. J'ai demandé, est-ce que vous êtes meilleur? Ouais. Tu sais, parce qu'il y avait quand même probablement 25-30 ans de pratique déjà à cette époque-là. Ouais. Il m'a dit, écoute, plus ça va, puis plus je suis insécure. Ah ouais? Je dis, ah ouais? Il dit, ben oui, parce que plus j'avance, plus je vois des cas atypiques. OK. Et puis, plus je vois des cas atypiques, plus je me dis, bon Dieu, ouais, celle-là, je l'aurais peut-être manqué il y a quelques années. OK. Fait que ça m'est toujours resté avec dire, ben, il faut rester rigoureux. Mm-hmm. Hein? Faut pas juste se fier à notre feeling puis à notre expérience. Même si c'est important. Mais il faut rester rigoureux. Puis ça, rester rigoureux, c'est probablement en médecine là, un des éléments les plus difficiles parce que tu as tendance à te fier sur ton expérience, puis des fois à dire oh, c'est pas si pire que ça. Mm-hmm. Il faut rester rigoureux. Donc, en ce sens-là, est-ce que je suis meilleur maintenant? Tant que mon lien thérapeutique et ma relation thérapeutique va rester importante, je pense que je suis meilleur que j'étais. Est-ce que le fait d'avoir, encore une fois, j'utilise les guillemets, d'avoir manqué l'évaluation d'un risque suicidaire peut avoir comme impact chez le clinicien des conséquences, ne serait-ce que soi-même faire une dépression, prendre un arrêt de travail, un congé de maladie? Là, oui, tout à fait. Je peux penser que oui. Là. Oui, tout à fait. Parce qu'en chirurgie, on voit la même chose. Parfois, là, des jeunes médecins en début de carrière qui ont une grosse complication. Chez des jeunes patients, parfois, c'est catastrophique. Oui. C'est sûr, moi, dans ma clientèle, j'ai plusieurs médecins. OK. Psychiatres aussi. Oui, effectivement, c'est des gens qui peuvent s'avérer, à un moment donné de leur vie, plus fragiles, plus vulnérables à des événements comme ceux-là. Pas parce qu'ils ne s'y attendent pas. Ça fait partie de notre métier. On évalue des gens suicidaires. Mais parce que dans un moment de vie, des fois, des conflits, des crises, c'est des moments où, justement, ils deviennent plus vulnérables. Okay. Et là, ça amène toute une série de détresse. Puis ça peut être un élément déclencheur, effectivement, là, soit de troubles d'adaptation ou de dépression, carrément. Là. Donc, c'est sûr que ça peut avoir des impacts quand même importants. Tu parlais tout à l'heure là, du triste cas de la jeune fille qui avait consulté en Estrie, puis qui s'est enlevée la vie à Montréal. Un des éléments qui est ressorti de ça aussi, c'est la sectorisation des soins en psychiatrie, puis que finalement, le lieu de traitement était dicté par le code postal. Ouais. Est-ce que c'est vrai, d'abord? On en parlait, tu sais, déjà, il y a des dizaines d'années. On parlait de ça, de ces sectorisations-là et tout ça. Mais tu sais que dans la loi, tu peux aller chercher les traitements là où tu veux. Mm-hmm, tout à fait. C'est inséré dans la loi de service santé, services sociaux. La L4S. Oui.
Est-ce que c'est un enjeu? Moi, je pense que, honnêtement, on essaie d'accommoder les gens beaucoup plus que ce que les gens croient, en général. Peut-être qu'à Montréal, peut-être à Québec, c'est différent, mais je pourrais te dire que nous, j'ai des patients, moi, qui sont à Trois-Rivières, qui sont à Québec, à Montréal, qui sont à Sherbrooke, à Victoriaville, on est de partout. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, soit ils étaient chez nous, ils ont déménagé, puis on a gardé le suivi, soit parfois, ben pour des raisons X, ils ne pouvaient pas consulter dans leur secteur, puis ils sont chez nous. Mais je te dirais que la grande majorité du temps, excuse-moi, c'est dicté par la disponibilité des services. Et la plus grande facilité pour le patient d'obtenir ces services-là. Donc, si moi, tu sais, avant la pandémie, on n'en avait pas de visioconsultation puis de consultation téléphonique, même si on le réclamait depuis 10 ans. Il n'y en avait pas, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de venir chercher des services à Drummondville s'ils restent à Sherbrooke. Ah oui. Ben, parce qu'ils doivent voyager, puis etc. Alors que maintenant, c'est sûr qu'avec la visio, etc., ben, on peut offrir quand même des services là, de consultation à distance. Mais je te dirais que c'est quand même assez rare pour nous que l'on doive transférer quelqu'un pour le code postal. C'est très, très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et le patient aurait le droit de refuser? Le patient a toujours le droit de refuser. Toujours le droit de refuser. Mais encore là, il faut que ce soit accessible pour la personne. Tu sais, il y a quelqu'un, par exemple, qui m'a téléphoné il y a 2 semaines. La patiente était à Bécomo. Il voulait avoir des services à Drummondville. C'est plus une question de code postal. C'est une question de distance. Oui, je comprends. Et pas parce que je voulais pas donner des services, loin de là. Je pense que la personne aurait bien bénéficié, mais de façon réaliste, là, c'était pas possible. C'était pas possible. C'est bien. Ça conclut le segment principal. C'est un sujet lourd, mais j'aime toujours atterrir ça peut-être un peu plus relax. Je te remercie. Il y a une petite section baguette magique dans mes balados. Donc, on passe vraiment ailleurs. Puis je te laisserai changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, instantanément. Moi, ça fait, depuis, tu sais, j'ai été directeur des services professionnels pendant 8 ans. Jusqu'à ce que le ministre Barrette j'ai connu 4... prenne les commandes. Ouais, j'ai connu 4 ministres de la Santé durant mon séjour à la direction. J'ai été chef de département pendant très, très longtemps. Donc, le système, je commence à le connaître un petit peu. Et puis, moi, j'ai toujours prôné que le ministère de la Santé devrait être comme Hydro-Québec, comme la SAC, c'est-à-dire qu'il devrait être totalement apolitisé. Totalement. Tu me rejoins à 100%. Je pense que, tu sais, de changer de gouvernement, changer de ministre, changer de sous-ministre aussi, parce que les sous-ministres sont nommés par les ministres, faire en sorte qu'on s'en va à gauche, à droite, au centre. On n'a pas de réelle direction. Alors, il faudrait que ce soit une société d'État. Une société d'État qui a un mandat très clair de rentabilité, bien sûr, mais aussi d'efficacité, d'efficience. Et on doit donner à des professionnels de gestion, des vrais professionnels de gestion, le rôle de gérer ça, cette grosse machine-là. L'enjeu de la politisation extrême du système de santé, selon moi, c'est que ça nous donne des échéanciers qui sont trop courts. Comment veux-tu penser mettre en place une politique qui va avoir un impact sur la santé d'une société dans 30 ans, quand ton objectif, c'est de te faire élire dans 6 mois? C'est de l'hérésie, selon moi. Oui, puis c'est des échecs programmés. Tout à fait. Tu sais, on est d'échec en échec parce que c'est irréaliste. Tout à fait. Mais c'est drôle, j'en discutais pas plus tard qu'hier soir avec un ami avocat, là. Puis je lui donnais l'exemple. J'ai dit, imagine si Hydro-Québec était politisé comme la santé l'est. Puis là, on s'en va en élection, on va promettre un barrage hydroélectrique dans telle région parce qu'on veut faire rentrer un député.
Finalement, finalement, non, on laisse faire, on arrête. Puis ça s'en irait dans tous les sens. Puis mettons, tu changes de PDG aux 2 ans. Ah, Moi, j'ai connu 4 ministres de la Santé en 8 ans. Donc, tu changes de PDG aux 2 ans. Tu ne peux pas, c'est impossible d'avoir une direction claire. Je me souviens, j'avais une discussion avec Régent Hébert, qui était ministre à ce moment-là. Très bonne discussion. Il y avait un plan de match super intéressant. 6 mois après, il n'était plus au pouvoir. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée. Ah, t'es dur avec une. Je dirais 4. Il y a certaines contraintes de temps. Non, je t'écoute. Darwin, pour sa capacité incroyable d'observation, qui a mené à quelque chose d'absolument incroyable. Donc, pour nous, en psychiatrie, l'observation, c'est le nerf de la guerre. Alors, Darwin, ça a été un très grand observateur. Le deuxième, je dirais Magellan, parce qu'il était fou, parce qu'il s'est tiré vers l'inconnu, puis c'est juste le rencontrer pour dire, mais c'était quoi ça? C'était quoi? Et puis, Neil Armstrong. Juste pour savoir, hey, qu'est-ce que tu avais dans la tête quand tu es parti vers la Lune? C'était quoi? Ouais, ce sera ces gens-là. Ces gens-là qui ont été, je pense... C'est ton trio de rêve. Et Champlain, mais ça, Champlain, c'est autre chose. C'est celui qui a cru à quelque chose. Il a cru et il est allé jusqu'au bout. Ça, 4 grands personnages. Qui t'inspirent. C'est bien, Luc. Une dernière pensée où tout a été dit? Oh, écoute, on aurait encore pour quelques heures, tu le sais très bien. Mais non, je pense que tout a été dit, là, enfin, dans les grandes lignes. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis félicitations pour ton beau programme, comme ils disent. Excellent. À la prochaine. Bye. Salut, bye.